Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Je suis François Picard. Il y a 30 ans, il était à la tête de son pays en tant que militaire, mais c'est du passé. Maintenant, c'est le premier président nigérian qui a délogé son prédécesseur par le fait d'un vote. L'une de ses premières visites l'a conduit ici à Paris. Monsieur Buhari, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez dit que votre première priorité est la sécurité. Quels sont les résultats de vos réunions avec M. François Hollande à propos de Boko Haram et bien sûr de ces élèves Chibok qui ont été à l'origine de cette campagne mondiale Ramener nos filles? La France se trouve dans une situation extrêmement forte pour connaître nos problèmes de la région. La commission du bassin du lac Tchad, qui comprend le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin. Vous savez, la chose qui doit être faite, c'est quelle est la base. Le Nigeria était la base de Boko Haram jusqu'à ce que le Niger et le Tchad, avec les encouragements de la France, ont décidé d'entrer au Nigeria, d'attaquer et de déloger Boko Haram du territoire nigérian et d'occuper ces lieux jusqu'à ce que les troupes nigérianes puissent finalement les remplacer. La réorganisation était en route dans l'armée, les résultats sont visibles, tant sur le front que dans les pays voisins. Et nous avons fait passer le quartier général tactique de Abuja vers Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Je pense que des progrès sont accomplis. Notre inquiétude principale, c'est de savoir comment retrouver les filles de Chibok et dans quelle situation elles se trouvent. Nous sommes très occupés par ce sujet et pour l'instant, tout ça doit être tenu confidentiel parce que nous ne sommes pas certains de qui est le dirigeant de Boko Haram avec lequel on puisse négocier pour libérer ces filles. C'est l'une des questions qui se poseront quand on aura avancé sur le plan militaire. À quel moment allez-vous négocier? Eh bien, ça devient difficile parce qu'il faut tout d'abord s'assurer que ceux qui prétendent être les dirigeants de Boko Haram le sont véritablement, qu'ils ont de l'influence, qu'ils savent où sont les filles et qu'ils savent dans quelle situation elles se trouvent. Vous savez, n'importe quel membre de Boko Haram peut venir contacter le gouvernement et dire que lui, c'est un des dirigeants de Boko Haram et il sait où sont les filles. Il faut faire très attention. Vous avez mentionné tous les pays limitrophes francophones. Les Français sont déployés au Mali, au Tchad. Ceci est l'une de vos premières visites officielles ici à Paris. Vous avez beaucoup parlé avec François Hollande, mais à propos de Boko Haram, est-ce que les Français ont une approche plus terre-à-terre que celle de certains de vos alliés occidentaux? Certainement, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le Nigeria est totalement encerclé par d'anciennes colonies françaises. La France a maintenu des relations fortes avec ces anciennes colonies. Donc le Nigeria, disons, bénéficie de la sécurité et des avantages économiques du fait que la France soit toujours présente au Tchad et dans ces pays-là. Il y a un déploiement de forces françaises au Mali, au Niger et au Tchad pour pouvoir fournir les renseignements et la formation et l'équipement. Boko Haram est capable de nuire dans une région qui a toujours été un petit peu délaissée, le nord-est du pays, qui est la région la plus pauvre. Que ferez-vous pour restaurer la confiance dans le gouvernement? Eh bien, une des choses que nous devons faire, en fait, il y a une étude
qui a débuté véritablement en 1925, quand un professeur de l'université de Luanda disait que si certaines rivières de la République centrafricaine n'étaient pas détournées vers le lac Tchad s'assécherait. Et on a vu que c'est vraiment une menace qui affecte la paysannerie, les pêches, l'élevage du bétail. Et si ce projet est exécuté, au moins 2 millions de Nigérians pourraient en bénéficier. Et je crois que le Niger, le Tchad et le Cameroun, beaucoup d'autres personnes de ces pays-là pourraient en bénéficier. Donc c'est un des sujets que la commission du bassin du lac Tchad pourrait demander au G7, dans ce cas dirigé par la France, de mettre en place pour que ce projet soit véritablement réalisé. De 3 à 5 millions de personnes pourraient être réinstallées. Passons maintenant du nord-est à la capitale, Abuja. Cela fait 4 mois. Vous n'avez toujours pas de gouvernement. Quand aurez-vous un cabinet? Oui. Bon, c'est bien d'avoir un cabinet, mais nous, on a un gouvernement, on n'a pas de cabinet pour l'instant. Je ne sais pas comment on peut définir ça, mais c'est ce que nous avons. Nous avons un gouvernement, et c'est la raison pour laquelle je suis ici. En ce qui concerne le cabinet, j'ai dit qu'on en aurait un d'ici la fin du mois. Mais le temps file et la fin du mois arrive vraiment trop rapidement à mon goût. Vous allez vous y tenir? Oui, je vais m'y tenir. Je vais envoyer les noms, je vais les soumettre. Vous savez, constitutionnellement, les ministres et certaines nominations importantes doivent être soumises à l'Assemblée nationale. Certains disent que le pays se porte mieux sans ministre. Eh bien, quand vous avez commencé à me présenter, vous avez dit que j'étais là déjà en 83-85. Même à l'époque, nous avions des ministres. Donc, dans ce système, là, il faut qu'il y ait des ministres et on en aura. Les marchés commencent-ils à prendre peur parce qu'il n'y a toujours pas de gouvernement, de ministre des Finances? On a vu, par exemple, la volatilité du marché des obligations. Est-ce que le retard commence à nuire? Non. De ce que nous savons, de ce que nous avons appris des systèmes occidentaux, c'est que les fonctionnaires sont responsables de la continuité, les technocrates. Et c'est eux qui font le travail. Vous savez, les ministres sont là, ils ont pas faire beaucoup de vent, de l'esbrouf. Mais le travail est fait par les technocrates. Ils sont là. Et ce sont eux qui assurent la continuité. Regardez mon équipe. Vous allez voir qu'il y a des spécialistes de la finance, du commerce, de l'industrie et d'autres. Eh bien, ce sont eux qui doivent être en charge de la continuité, de s'arrimer aux archives de ce qui a été fait et nous guider. Parce que, vous savez, les gouvernements viennent et vont, mais certains d'entre eux sont là déjà depuis 15 ou 20 ans. Je pense que cette coutume d'avoir des ministres, c'est quelque chose de politique. Les gens des diverses circonscriptions, ils ne vont pas voir directement les gens du gouvernement et voir ce qu'ils peuvent en tirer. Quand vous aurez un gouvernement, vous aurez à faire face, c'est déjà le cas bien sûr, à des prix du pétrole qui ont diminué de moitié. Est-ce que l'une des premières mesures que vous prendrez sera une dévaluation du Naira? Vous savez, le dollar par rapport au Naira, le Naira a déjà été dévalué. Il valait 160. Aujourd'hui, c'est autour de 200 Naira pour un dollar. Et je ne pense pas que ça soit sain pour nous de d'évaluer encore plus le Naira. C'est la raison pour laquelle nous allons voir la Banque centrale pour nous assurer que certaines modifications seront introduites dans la façon d'obtenir des devises. Les devises ne seront disponibles que pour les services essentiels, les industries,
comme les pièces détachées, certaines matières premières, etc. Mais vous savez, les cure-dents, le riz, le Nigeria peut en produire suffisamment. Il n'y a pas besoin de dépenser nos devises pour cela. Et ceux qui veulent absolument avoir des cure-dents de France ou de Chine, eh ben, au lieu d'avoir des cure-dents nigérians, ils peuvent acheter des devises. Monsieur le Président, vous êtes de retour au palais présidentiel après 30 ans. Est-ce toujours le même endroit? Non, ce n'est pas le même endroit. La dernière fois que j'y étais, j'étais dans des casernes. Cette fois-ci, je suis dans un palais. Et j'ai toujours besoin d'une petite carte pour trouver mon chemin. C'est tellement grand, ça doit être très très cher à entretenir. Mais il est là, et ça ne peut pas être enlevé. L'environnement est différent. Et vous, êtes-vous un homme différent? Non, je ne pense pas fondamentalement que je sois différent, mais je reviens dans un système différent. Meilleur? Oui, meilleur. À regret parce que c'est ce qui fonctionne, et je le dis tellement souvent. J'ai été convaincu, probablement depuis 1991, à l'époque de l'effondrement de l'Union soviétique. Je disais cela. Regardez, un empire au XXe siècle s'est effondré sans qu'un seul coup de feu soit tiré, littéralement. Les gens sont rentrés chez eux, et maintenant il y a 80 républiques. C'est pour ça que je crois fermement que le système démocratique multipartite, c'est la meilleure forme de gouvernement, avec quand même le fait que les élections doivent être libres, équitables et crédibles. Sinon, ce sera toujours le même problème. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis à cet entretien de France 24.